conférence d'ouverture de Pro Durable, ça ouvre la journée, je crois que ça ouvre un grand sujet qui suscite beaucoup de passion, de questionnement. Et moi, je me suis un peu fait la liste RSE, développement durable, entreprise responsable, entreprise respectueuse, entreprise contributive, c'est pas si loin que ça du RedGen, perma-entreprise, là je ne sais pas si Thomas est dans la salle, économie du partage, hein, il y a aussi des points communs, l'économie du partage, puis il y a les labels, entreprise à mission, les bicorps, les gens qui veulent être net zéro, etc. Et puis il y a l'économie régénérative, le RedGen, pour les initiés, que vous serez tous, j'espère, au bout d'une heure et quart, cette économie qui prévoit de réinventer le modèle d'affaires de l'entreprise en s'inspirant de la nature et donc, plutôt qu'en la détruisant, en essayant de la restaurer, et tout ça en embarquant son écosystème dans une nouvelle manière, finalement, d'opérer. Alors, est-ce que c'est le nouveau buzzword avec ces théoriciens, ces évangélistes, il y en a autour de moi, ces fans, ces tables rondes, ces chroniques. On en a vu une qui a fait beaucoup de bruit dans le monde, mais aussi sur LinkedIn. Le RedGen est-il un mythe ? Donc c'est controverse, voilà, comme tous les bons concepts. Ou alors, en tout cas, c'est un concept qui mérite d'être clarifié, qui mérite aussi d'être documenté avec des exemples. Alors, est-ce que c'est encore un nouveau chemin vers la transition écologique qui va dérouter les gens qui sont déjà un petit peu perdus, contenter seuls ceux qui veulent un label, on va dire, simple à obtenir d'une certaine manière, ou est-ce qu'au contraire, c'est la seule vision possible, souhaitable, nécessaire pour la transformation de l'économie et de la production? Il y avait une personne avec qui j'ai préparé cette table ronde qui me disait « Mais Arnaud, si on ne répare pas, on est mort. » Voilà. Donc, est-ce que cette nouvelle vision souhaitable, est-ce que le RedGen, c'est cette nouvelle vision systémique et souhaitable? Donc, au fond, aujourd'hui, on va poser les questions de qu'est-ce que l'économie régénérative? Quelles entreprises ou quels secteurs peuvent y prétendre en priorité? Quelles sont les conditions pour réunir? C'est quoi la méthodologie? Quelles sont les questions qui se posent? Quelles en sont les limites? Quelles sont les zones de flou, hein, de clarification? Et puis finalement, parce que c'est ça le plus important, est-ce que l'économie régénérative apporte quelque chose de plus et de nécessaire par rapport à tous les autres chemins existants? Alors, autour de moi, je vais aller un petit peu vite sur les présentations pour qu'on aille tout de suite sur le débat. Tout à fait à droite, enfin à votre gauche, voilà, c'est ça. Nous avons là, du côté des complotistes, nous avons Christophe. Non, je plaisante. Allez, nous avons Christophe. Donc Christophe, lui, il va nous faire un speech d'introduction. Christophe, lui, il est fondateur d'une école formidable qui s'appelle Lumia, qui, j'ai lu sur... Voilà, propose une adéquation entre notre intériorité, notre contexte social et la puissance du vivant. Il y a plein d'autres manières de le définir, mais j'ai trouvé que c'était une assez jolie formule. Et ça, Christophe, il va nous proposer, voilà, il va poser le contexte. Il va essayer de nous expliquer, pour, je pense, la plupart d'entre vous, qu'est-ce que l'économie régénérative, quelle est son exigence, peut-être, positionner quelques exemples. Antoine, lui, dirige AXA Climate, il accompagne ses clients sur ce chemin. Je lui demanderai quelle est la mission d'AXA Climate, comment il accompagne les gens, et je leur demanderai à tous les deux, parce que souvent ils travaillent ensemble, voire même ils prennent la parole ensemble pour défendre ou clarifier l'économie générative. Donc j'aurai des questions j'aurai évidemment des questions aussi pour Thomas. Thomas, ça fait 25 ans qu'il travaille sur ces sujets de développement durable. Il est dans l'entreprise R3, il est DG de R3 qui accompagne les entreprises sur la transition écologique. Et lui, je lui demanderai comment est-ce qu'il propose à un client d'emprunter ce chemin plutôt qu'un autre, avec quels outils, avec quelle méthodologie, avec quelle transformation culturelle, organisationnelle, voire personnelle même. Et puis alors, il y a une entreprise qui s'est lancée, c'est Nestlé. Nestlé s'est lancé dans l'agriculture régénérative. Et donc Catherine, qui est directrice générale de la communication et de la RSE de Nestlé, je lui demanderai, mais voilà, pourquoi l'entreprise
a décidé de clamer haut et fort, whatever it takes, d'aller sur ce chemin-là. Comment est-ce qu'elle embarque tout son écosystème agricole en amont? Comment est-ce qu'elle essaye, c'est plus difficile d'embarquer son écosystème, grande distribution, etc. Voilà. Et puis quels sont les premiers enseignements qu'elle a à nous partager sur ce chemin. Nathalie, finalement, elle est là pour répondre à la question sur « Et si l'argent était le nerf de la guerre ?» Donc, à la tête du Forum pour l'investissement responsable. Elle est par ailleurs directrice du développement durable d'une petite entreprise qui s'appelle la Caisse des dépôts. Mais enfin, aujourd'hui, elle est là au titre du FIR. Ben elle nous expliquera finalement comment le financement pourrait devenir une incitation, voire un moyen de présence. Comment est-ce qu'on peut documenter ce sujet? Comment est-ce que peut-être on peut transformer la comptabilité pour accompagner ça? Voilà. Et puis moi, je suis là, donc comment est-ce que tu veux me présenter? Voilà, moi, écoutez, moi, je suis à la fois journaliste, conférencier, chroniqueur, etc., et coach, donc je suis à la fois dans le sens, la clarification, j'espère, je me mets un petit peu la pression, mais aussi dans l'action. Et je suis ici en tant qu'agnostique, donc je ne suis ni convaincu, voilà. J'essaye de me poser les questions que n'importe qui, ici dans la salle, dans ce que je lis, peut se poser les questions de clarification sur ce sujet, voilà. Est-ce qu'on y va, Christophe? Voilà, je vais passer la parole à Christophe pendant une dizaine de minutes pour commencer à poser un petit peu le sujet. Comme ça, tout le monde n'aura pas à le faire avec sa propre définition. Christophe, merci Arnaud. Je t'en prie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce matin pour poser un sujet qui est complexe. Et 10 minutes pour poser un tel sujet, c'est un défi. Je vais essayer d'être à la hauteur du défi. Et sans slide, je te remercie. Oui, mais ça c'est mieux, ça je préfère. Économie régénérative, régénération écologique, régénération sociale, entreprise régénérative. Je préfère parler d'entreprises contribuant à la régénération écologique et sociale. Alors, vers quoi est-ce que tout ça renvoie? Comprendre la régénération, c'est d'abord en comprendre et en percevoir le contexte. Parce que si on n'a pas le contexte en tête, on peut très vite passer à côté de ce concept émergent. Le contexte du régénératif, c'est celui du dépassement des limites planétaires. Vous êtes probablement familier avec ce concept de limites planétaires. Peut-être savez-vous moins ce qui se cache derrière ce concept. En fait, les limites planétaires renvoient au grand processus régulateur des équilibres du système Terre. C'est en gros ce qui maintient notre planète dans des conditions d'équilibre dynamique. Il y a 9 processus qui interagissent les uns avec les autres de manière forte, de manière faible. Et ces processus d'interaction maintiennent le système dans un équilibre dynamique, comme les processus internes que nous avons dans notre corps humain maintiennent l'intégrité physique et la bonne santé de notre corps. C'est exactement la même chose à l'échelle de la planète. Vous êtes familier avec ces notions peut-être, et vous avez probablement entendu, lu, aperçu dans la presse que sur ces grands processus, 7 des 9 processus, en tout cas sur une étude très très récente, 7 des 8 processus qui ont été documentés sont aujourd'hui largement dépassés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces processus qui régulent l'équilibre de notre planète sont mis sous pression et que les mécanismes d'interaction qui tendent généralement à maintenir des conditions d'équilibre peuvent aujourd'hui plutôt jouer leur rôle inverse et générer des effets d'emballement. Nous dépassons nos limites planétaires et malgré ce dépassement, malgré ce coût écologique important, ce coût écologique que nous faisons peser sur nos écosystèmes, nous ne sommes pas capables de prendre en charge les besoins de l'humanité, les besoins de chacun, chacune sur Terre, à mener une vie digne. Et donc nous avons un double défi, celui à la fois de la restauration de ces processus à l'origine de l'équilibre de notre planète Terre, dans une dynamique d'action qui se veut inclusive, porteuse de justice sociale. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de réduire nos impacts négatifs sur les écosystèmes. Pourquoi? Parce que réduire des impacts négatifs continue à faire peser sur les écosystèmes et sur ces processus une pression négative, certes amoindrie, mais bien réelle, par rapport à des processus qui ont déjà atteint et bien au-delà leur code d'alerte. Nous devons changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est aller vers l'impact positif net. Tu évoquais le mot de réparation, je préfère celui de régénération. Nous devons régénérer ces grands processus qui sont à l'origine des conditions même d'habitabilité de la planète et des conditions de prospérité de la vie sous toutes ses formes. Et c'est là que se situe le régénératif. La pensée du régénératif et son ambition,
c'est d'accompagner la mise en œuvre d'un processus de réparation, de restauration, si on veut être précis, de régénération. Alors concrètement, si on essaie de projeter ça maintenant dans le monde de l'entreprise, puisque c'est celui, j'imagine, qui vous intéresse, qui nous intéresse le plus ici, que voudrait dire une entreprise régénérative? Alors je vous le disais, je vais utiliser le terme d'entreprise régénérative pour être concis, mais il vaudrait mieux parler d'entreprise contribuant à la régénération socio-écologique, c'est plus correct de le dire comme ça. Une entreprise régénérative, c'est d'abord une entreprise qui a intégré dans son mode de pilotage la prise de conscience forte que sa prospérité, que sa bonne santé dépend tout entièrement de la santé des écosystèmes et des communautés humaines desquelles elle dépend et sur lesquelles elle agit. C'est donc une entreprise qui a compris qu'elle n'existe qu'à travers une dynamique d'imbrication dans des systèmes plus larges, des systèmes naturels, des systèmes sociaux, et que ces systèmes sont en interdépendance forte, qu'elle-même est en interdépendance forte avec le bon état de ce qui l'entoure. Je reviens de Madagascar, on assiste là à un pays qui est extrêmement dégradé sur le plan des infrastructures, extrêmement dégradé sur le plan de l'environnement, et on voit combien la capacité même d'exercer une activité dans un pays où les infrastructures sont en déliquescence, où la pression sociale et environnementale est extrêmement forte, combien il est difficile d'entreprendre dans ce type de pays. Nous sommes dans des logiques d'interdépendance. Une entreprise régénérative, c'est une entreprise, si je la regarde froidement, dans une approche un peu comptable, une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui donne plus que ce qu'elle ne prend aux écosystèmes et à la société au sens large. Elle donne plus que ce qu'elle ne prend. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle séquestrerait plus de carbone que ce qu'elle n'en émet, ou en tout cas, elle contribuerait à séquestrer plus de carbone qu'elle n'en émet. Ça veut dire qu'elle vient en renforcement de la biodiversité, elle vient en renforcement des services écosystémiques, les services que nous rendent les écosystèmes, et parmi eux les services de régulation, qui jouent un rôle absolument essentiel dans ces équilibres du système Terre et dans l'équilibre des grands cycles de la vie, des grands cycles de notre planète. C'est une entreprise qui s'impliquerait dans la revitalisation, dans la régénération des sols, dans l'amélioration de la qualité de l'air, dans la capacité à infiltrer des eaux, à contribuer à ce que les eaux s'infiltrent et que ces eaux qui s'infiltrent soient des eaux de bonne qualité. Là, on est sur le champ environnemental. Sur un plan social, c'est une entreprise qui chercherait à intégrer dans son mode de fonctionnement le développement de ses parties prenantes internes, de ses parties prenantes externes, développer leur savoir, développer leurs connaissances, développer leurs compétences, développer leur capacitation, leur capacité à faire. C'est une entreprise qui offre un environnement de travail porteur de sens, dans lequel les parties prenantes peuvent évoluer en autonomie, avec la conscience de l'interdépendance qui les relie au système qu'est l'entreprise, un environnement dans lequel les capacités d'initiative sont non seulement bienvenues, mais encouragées, facilitées. Voilà, le cahier des charges de l'entreprise régénérative, c'est un peu tout ça. Alors ça, c'est une approche très comptable. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je prends? Je tire un trait. Est-ce que le bilan est positif? Est-ce que le bilan est négatif? Il y a une approche en fait plus subtile de la régénération. Et l'approche subtile, probablement la plus riche de la régénération, c'est quand on projette la régénération dans la capacité à créer les conditions permettant aux vivants d'exprimer un potentiel. Alors vous n'avez probablement rien compris à ce que je viens de dire. Ça veut dire quoi cette affaire? Prenons un écosystème forestier et imaginons que cet écosystème, une forêt. Okay. Prenons une forêt et imaginons que cette forêt est en libre évolution. Elle n'est pas gérée par la main de l'homme. Okay. Cette forêt, quand on s'y balade, on se rend compte qu'elle est riche de biodiversité, qu'il y fait bon respirer, qu'elle séquestre du carbone, qu'elle améliore la qualité de filtration des eaux, que les sols sont riches de matière organique, que ça grouille de vie. Bref, que les fonctions écologiques de cette forêt sont extrêmement dynamiques et s'expriment de manière pleine et entière. Le potentiel de cette forêt s'exprime de manière pleine et entière. Contrastons avec une forêt gérée par la main de l'homme dans une perspective de production de bois. Et imaginons que cette forêt est gérée dans une logique assez productiviste, assez intensive. On va sélectionner des essences à croissance rapide, on va plutôt engager de la monoculture, on va plutôt aligner les arbres de manière à pouvoir faciliter le passage des engins quand il faudra les couper, quand il faudra sortir les arbres de la forêt. On va faire des coupes rases. Et quand on se balade dans ce type de forêt, on se rend compte qu'en fait, on est dans un environnement totalement différent de celui de la forêt que j'ai évoqué préalablement.
Les oiseaux ne chantent pas pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'oiseaux. Il y a très peu de biodiversité. Ce sont des forêts extrêmement vulnérables, notamment à la maladie, puisqu'il n'y a qu'une espèce. Et donc si cette espèce en particulier est atteinte d'une maladie, c'est toute la forêt qui est contaminée. Elle a une très faible capacité à se défendre par elle-même. Bref, son potentiel, qui pourtant s'exprime lorsqu'elle est en libre évolution, est totalement bridé. Et donc l'entreprise régénérative, la régénération, c'est la capacité à recréer dans nos écosystèmes naturels, dans les systèmes humains et sociaux, les conditions qui vont permettre à ces écosystèmes, qui vont permettre aux hommes et aux femmes évoluant dans et autour de l'entreprise d'exprimer leur potentiel. Ça, je dirais que c'est peut-être l'approche la plus fine et la plus précise de ce qu'est la régénération. Alors, un dernier élément marqueur de la régénération, c'est le concept de réciprocité. Le concept de réciprocité est très très important dans la compréhension de ce qu'est la régénération. Pourquoi ? Parce que quand on va essayer de créer ces conditions permettant à un potentiel de s'exprimer, on va chercher à le faire dans une logique de coévolution et de co-bénéfice. Je vous disais en introduction que l'entreprise régénérative est une entreprise qui comprend qu'elle évolue en interaction avec son milieu écologique, avec son milieu social. Évoluer en interaction, en interdépendance avec son milieu, c'est accepter de co-évoluer avec lui. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je fais du bien aux écosystèmes, quand je fais du bien aux communautés humaines, quelque part, en retour, je me fais du bien à moi-même. Et c'est ce qui probablement distingue la régénération de la compensation. La compensation prend le plus souvent la forme d'une transaction financière permettant de soutenir potentiellement à l'autre bout du monde des projets de renaturation, de reforestation, de séquestration de carbone bleu, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas ces boucles de réciprocité, ces retours. Alors, comment ça atterrit concrètement dans l'entreprise, cette affaire ? Parce que vous pourriez vous dire, OK, c'est sympathique, vu comme ça, c'est sympathique, mais ça atterrit comment, cette affaire ? Est-ce que ça s'applique au monde de l'entreprise, à toutes les entreprises ? Et peut-être que vous avez eu des images en tête en m'écoutant. Peut-être que vous avez dit, OK, dans le monde agricole, je vois comment ça peut atterrir. Il y a un agriculteur qui est en prise directe avec son écosystème. Et donc, en fonction du système de production qu'il va mettre en œuvre, en fonction des pratiques qu'il va mobiliser, ces pratiques vont permettre à l'écosystème agricole d'exprimer son potentiel ou au contraire d'être mis sous cloche. Donc on arrive à visualiser. Maintenant, quid des entreprises qui sont beaucoup plus distantes du vivant ? Les entreprises industrielles, les entreprises de services. Alors bien évidemment, sur le plan de la régénération de la régénération sociale, là le concept il atterrit assez facilement et intuitivement pour tout type d'entreprise. À travers ses modes d'organisation, à travers sa culture, à travers ses processus, on voit qu'on offre ou non la capacité des parties prenantes humaines à exprimer leur potentiel. Donc ça, c'est quelque chose qui atterrit facilement. Là où c'est beaucoup plus délicat, c'est sur la question de la régénération écologique, qui est première. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de société humaine solide et prospère dans un environnement qui écologiquement s'effondre. Donc cette question écologique est première. Et j'espère que vous aurez entreaperçu à travers mes explications que la régénération est une propriété exclusive et singulière du vivant. Seul le vivant dispose de cette capacité d'auto-renouvellement, de cette capacité d'expression de l'élan vital allant vers, lorsque les conditions sont réunies, allant vers un plein potentiel. C'est une caractéristique unique du vivant. Alors quand j'ai dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir reconnecter l'entreprise au vivant pour tout type d'entreprise si elle veut se mettre en marche vers l'économie régénérative, vers la régénération écologique. Alors plutôt que de vous expliquer des grands tralala, je vais essayer de vous donner un exemple d'une entreprise dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une entreprise française qui s'appelle Pocheco. Et cette entreprise Pocheco, c'est une entreprise qui aujourd'hui séquestre, ou en tout cas contribue à séquestrer plus de carbone que ce qu'elle n'en émet, à travers une reconfiguration de sa chaîne de valeur et à travers la capacité à sélectionner les bons partenaires en prise directe avec les écosystèmes qui vont mettre en œuvre des pratiques régénératives. Pocheco est une entreprise, une PMI, une entreprise industrielle qui fabrique des enveloppes. Qui dit enveloppe dit papier dit bois, qui dit bois dit écosystème forestier. Et donc elle a tissé un lien unique et singulier avec des gestionnaires forestiers mettant en œuvre des pratiques régénératives dans les massifs forestiers. Et ces pratiques régénératives, quand elles sont ramenées à l'échelle du sourcing de bois qui est commandé par Pocheco, contribuent à séquestrer 50 000 tonnes de carbone par an, là où
Pocheco, à travers ses activités, va en émettre 4500 sur les scopes 1, 2, 3. Donc on voit bien qu'il y a une contribution à cette séquestration. Pocheco est une entreprise qui a désartificialisé de manière massive son site. Elle a fait passer son taux d'artificialisation de 80% à 20%. Et donc, elle a désartificialisé. Quand vous avez un sol artificialisé, ben forcément, le potentiel de ce sol est totalement asphyxié. Quand vous désartificialisez et que vous donnez un petit coup de pouce au sol pour redémarrer, il se passe des choses. Elle a largement renaturé son site de production. Si vous vous baladez chez Pocheco, ben vous allez voir de la végétation partout, sur les toits, sur les murs, sur les cuves. Il y a du bois, il y a de la nature, il y a du verre. Elle traite ses eaux usées via un processus de phytoépuration, c'est-à-dire via une bambouseraie. La bambouseraie crée un milieu humide au milieu du site industriel, et on connaît la valeur des milieux humides dans les écosystèmes et dans les services que ces milieux nous rendent. Elle dépollue les sols. Elle dépollue les sols, non pas par des processus d'excavation, mais par la mise en œuvre de plantes hyperaccumulatives. Ce sont des plantes qui vont extraire la pollution des sols et, ce faisant, offrir au sol des conditions ensuite pour se revitaliser. Elle a mis en œuvre des jardins nourriciers, elle a mis en œuvre de la permaculture, etc., etc. C'est donc une entreprise industrielle qui s'est complètement réaccrochée au vivant. Alors combien ça lui a coûté tout ça? Et je vais bientôt atterrir. Ça lui a coûté 6,5 millions d'euros en 10 ans. C'est une sacrée somme. C'est une sacrée somme pour des dépenses que peut-être vous projetez comme étant des dépenses non ou peu productives. Eh bien, quand elle a tiré les traits, quand elle a fait le compte, en fait, toutes ces dépenses, tous ces investissements génèrent une économie annuelle d'un peu plus d'1 million d'euros, avec un retour sur investissement de moins de 7 ans, qui, vous en conviendrez, est plutôt pas mal en termes financiers. Ça a généré, sur ces 15 dernières années, un peu moins de 15 ans, plus de 16 millions d'euros d'économies. Sans ces économies, le dirigeant de Pocheco, Emmanuel Drion, dit que l'entreprise elle aurait été pliée, en fait. A fortiori en 2018, quand l'entreprise a connu un vrai coup de grisou et a dû licencier, parce que, je vous le disais, c'est une entreprise qui est sur le marché de l'enveloppe et c'est un marché qui est plutôt dans une perspective d'effondrement que de développement. Alors, en conclusion, l'entreprise régénérative, c'est une entreprise qui... La régénération, pardon, c'est un mouvement qui aujourd'hui suscite beaucoup d'engouement, qui suscite à juste titre beaucoup de questions. Et tu le dis toi-même, hein, plus de questions que de certitudes pour l'instant. Ah, on a clairement beaucoup plus de questions que de réponses aux questions. Et donc, on a énormément de choses à défricher, énormément de choses à évaluer, énormément de choses à démontrer. Est-ce que c'est le grand récit dont on a besoin, tout simplement, ou est-ce que c'est une notion qui contribue à la bataille d'idées nécessaire versus la bataille technique? Je pense que c'est porteur d'un niveau réussi. En tout cas, l'expérience qui est la mienne, c'est que c'est un récit beaucoup plus mobilisateur. Là où la réduction des impacts négatifs, là, je veux dire, ça fait pas lever les foules, quoi. C'est pas motivant, c'est pas engageant. Quand on dit à un collectif humain, vous allez vous lever le matin, vous allez vous battre pour régénérer le vivant sous toutes ses formes, que ce vivant soit humain ou non humain, le projet n'est pas le même. Et donc la capacité mobilisatrice est beaucoup plus grande. Alors, merci à Christophe. On pourrait faire une introduction et un keynote bien plus long. Je vais revenir te poser une ou deux questions, et puis je pense que beaucoup de gens auront des questions à te poser, mais je voudrais poser des questions à vous deux. Antoine, si ça te va juste, est-ce que tu peux nous dire d'abord pourquoi AXA s'est lancé à créer AXA Climate et s'est lancé sur ce sujet? Alors déjà, c'est un plaisir de passer après Christophe. Ça me permet d'être vraiment en complément et j'espère, un maximum d'utilité pour vous. Alors AXA Climate, nous, on a eu un chemin qui est un chemin singulier, un peu d'arriviste sur le sujet. On n'a pas vos années d'expérience sur le sujet. Nous, on s'est lancé il y a 4 ans et demi. Et en fait, on s'est pris 3 chocs de conscience parce qu'en fait, le régénératif, c'est une question d'expérience. Donc on ne pourra pas vous convaincre du régénératif. C'est comme ça. On ne pourra pas vous convaincre de boire cette eau. Il faut la boire pour comprendre ce que ça sous-entend. Donc l'expérience du régénératif, nous on y est arrivé à 3 chocs de conscience. Je vais être hyper rapide, hein, t'inquiète pas. Le premier, c'est un choc. Il y a 4 ans, moi j'étais la caricature de dirigeants bobo cartésien qui étaient en mode problème-solution, problème-solution, problème-solution. Donc complètement avec des œillères en fait par rapport au monde dans lequel j'habitais. Et grâce à AXA Climate, on est 200 à peu près, on est passé par 3 chocs. Le premier choc, c'est le choc d'habitabilité, où on se rend compte, on se prend dans la tête le ppm, et on se rend compte qu'on va atteindre des niveaux de concentration qu'on n'avait pas atteint sur notre planète il y a 10 millions d'années.
Et donc, on ne parle pas juste d'un cherry on the cake ou d'une additionnalité. On parle simplement de notre survie en tant qu'espèce. Le second choc, qui est le plus difficile et sur lequel Christophe nous a beaucoup aidé, c'est le choc de complexité. Quand on comprend que derrière le carbone, il y a 7 autres limites planétaires et qu'elles sont liées entre elles. Et qu'on peut arriver à être très à succès sur la décarbonisation et foutre en l'air la planète parce que détruisant la biodiversité et les autres cycles naturels. Et le choc de complexité, c'est le plus difficile. Comprendre la complexité, pas être en mode problème-solution, en mode cartésienne classique, c'est le plus compliqué. Et puis le troisième choc, c'est le choc des modèles économiques. Moi, je viens d'une école de commerce, je pensais être un bon épicier. En fait, j'étais à nulle part en termes de compréhension de ce qu'était un modèle économique et la créativité qu'on peut mettre dans ce qu'on appelle la génération de la valeur. Et là, on se rend compte, quand on regarde autour de nous nos entreprises, qu'on est dans des logiques de volume, c'est-à-dire plus je vends de matière, plus je gagne ma vie. Et quand vous prenez ces 3 chocs ensemble, vous vous rendez compte qu'en fait, il ne s'agit pas de rajouter un nouveau concept ou simplement de réduire l'impact négatif, c'est le changement de paradigme. Alors désolé de prendre ce terme qui est un peu galvaudé, mais on parle vraiment de changement de paire de lunettes. Et ce qui nous a réconciliés, et ce qui fait qu'on bosse ensemble depuis 1 an avec Christophe, c'est cette volonté finalement de rendre le régénératif universel et qu'un maximum de personnes fassent l'expérience de ce changement de paire de lunettes. 3 exemples hyper concrets, et puis j'arrête. Cette paire de lunettes, elle nous amène à voir quoi différemment ? À passer d'une paire de lunettes où je regarde l'entreprise comme une machine, en silo, qui extrait un maximum de ce qui l'entoure, c'est tout sauf l'écosystème, à une paire de lunettes qui l'amène, et Christophe, tu l'as très bien dit, à voir dans les choses du vivant, et à voir finalement derrière une entreprise un organisme vivant, anidé dans d'autres écosystèmes, qui fait écosystème. Et à ce moment-là, on applique des principes du vivant. On applique le principe de sous-optimalité, terreur, on tombe de nos chaises. C'est à l'antithèse de tout ce qu'on fait en flux tendu, en optimisation dans nos boîtes. On applique le principe de décentralisation. Dans une forêt, vous n'avez pas un arbre qui décide au nom des autres ce que doit devenir la forêt. Et quand vous appliquez ces principes et ces paires de lunettes, 3 exemples hyper simples. Un bâtiment. Quand vous voyez un bâtiment maintenant à la Défense, moi je ne le regarde plus de la même manière. Je me dis, mais ça me semble une grande équation à une inconnue pour optimiser la productivité des collaborateurs d'une entreprise pendant 10 heures de jour de travail. Mais qu'est-ce que ce bâtiment honore de la singularité de la Défense ? Pourquoi il est le même à Boulogne-Billancourt, au Portugal, aux États-Unis ou à la Défense ? Qu'est-ce qu'il a de singulier ? La singularité, principe très fort. Et qu'est-ce qui donne en bénéfice continu à ce qui l'entoure, aux communautés aux alentours, aux autres entreprises ? C'est quoi l'ouverture de ce bâtiment ? Et vous le regardez différemment. Un collaborateur, parce que nous, pour répondre à ta question Arnaud, nous on est venu par l'organisation au régénératif, par un mode d'organisation très très différent des modes mécanistes, pyramidal et hiérarchiques. Quand je commence à regarder des collègues comme des sols agricoles, tout change. Parce qu'en fait, le sol de la Beauce est différent du sol basque. Et de la même manière, ça veut dire quoi en termes de leadership ? Ça veut dire que je dois comprendre la singularité du collègue que j'ai en face. Et je ne dois pas être simplement en lui disant « je vais lui donner des M&M's ou de l'argent pour qu'il soit content de manière directe ou la semaine de 4 jours », en mode direct, comme on a l'habitude, problème-solution. Mais je dois réfléchir à la singularité de Christophe et aux conditions indirectes qui vont permettre de développer le potentiel de Christophe. Et ça, c'est une révolution en management. Et puis le dernier point, moi, c'est mon préféré, parce que je parle pas mal de dirigeants. Ma singularité, c'est que je suis AXA. Et donc, ça me permet aussi d'entraîner d'autres entreprises en chemin, on n'est pas du tout régénératif, et donc de contribuer à le rendre un peu crédible et universel. Donc, c'est cohérent d'être AXA Climate, filiale ou spin-off d'une entreprise qui n'est pas régénérative ? À partir du moment où on garde sa liberté et qu'on arrive à faire la démonstration qu'on a réussi à planter une petite graine régénérative dans un écosystème qui ne l'est pas, je trouve le message porte de l'espoir. Et donc l'exemple que je donne à un dirigeant que je rencontre, qui me dit au régénératif, un peu compliqué, c'est compliqué, le changement de paradigme, d'en faire l'expérience. Il y a souvent une plante dans un pot, dans son bureau. Et donc je lui dis, la différence entre une action régénérative et une action qui ne l'est pas, tu arroses tous les matins ta plante, c'est pas régénératif. C'est bien, il faut l'arroser, sinon elle meurt. Mais il y a deux questions à laquelle tu répondras toujours non. Est-ce que cette plante te résistera et te survivra si tu arrêtes de l'arroser ? Non. Tu arrêtes de l'arroser, elle meurt. Donc elle n'a pas développé de résilience et de capacité propre. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'elle te surprend cette plante ? Est-ce qu'elle crée des surprises ? Non. Ça reste une plante dans un pot, chaque jour, elle grandit un peu. L'action régénérative, c'est l'application de ce qu'on dit, c'est dire, et c'est ça le vrai leadership, et c'est ça ce que j'essaie de leur transmettre, c'est de dire, comprenez assez la singularité de la plante pour que votre exercice de leadership soit indirect et soit un exercice de déplacement. Prendre cette plante, la mettre dans un écosystème qui va lui permettre de s'épanouir avec d'autres plantes et créer des effets de résilience,
c'est la fameuse forêt dont tu parlais, elle n'a pas besoin d'une action directe de l'homme pour survivre, et des effets de surprise et d'effets papillons, parce que cette plante, peut-être que s'il y avait un peu plus de plantes comme ça dans les jardins de nos Parisiens et de nos immeubles haussmanniens qui sont vides, globalement, moi j'ai l'impression maintenant de voir des déserts quand je rentre dans un patio d'immeubles parisiens, et ben ça peut créer plein d'effets positifs, les enfants peuvent faire des choses, il y a du potager, et finalement ça permet de réconcilier, désolé pour l'exemple un peu cucu, mais ça permet de réconcilier à la maille d'une communauté le social et l'écologique. Et donc voilà, nous, pourquoi on veut le rendre universel? Parce qu'on pense tout simplement que c'est un changement de paire de lunettes, c'est un muscle qu'on développe au quotidien et qui se joue dans le quotidien d'une équipe, qui est à la portée de tout le monde, et donc qui a vocation finalement à susciter de l'engouement chez un maximum de personnes. Je vais te poser la même question, Thomas, mais à vous deux. Donc la rendre universelle, Christophe, tu le disais très rapidement, il y a des secteurs qui sont plus ou moins, on va dire, sur lesquels c'est plus ou moins applicable. Et d'ailleurs, vous le dites dans une chronique. Donc, en gros, quels sont les secteurs, les types d'entreprises et de cultures qui peuvent plus facilement s'engager sur ce chemin-là versus ceux qui soit ne le peuvent pas et à ce moment-là ont besoin de fonctionner et de faire ce travail avec leur écosystème, si je pouvais très concrètement. Alors, et très brièvement. On a un vieux couple avec Christophe, donc je vais lui prendre la parole et puis après il va vous expliquer qu'il faut fermer des secteurs d'économie. Mais vous vous engueulerez après parce qu'après une pratique, ce qui est très important. Très concrètement. Très concrètement, vous êtes un producteur de lait, vous êtes un agroalimentaire. Hors agriculture, pardon. Hors agriculture, non. Parce que sur l'agriculture, Catherine va nous en parler si tu le veux bien. Non. Elle va nous en parler. Il y a un document. C'est pas de l'agricole, mais tu verras, tu peux en hors tirer un autre truc. Parce que c'est assez évident pour tout le monde. Ça veut dire faire écosystème. Alors, vous avez tous des supply chain ou des fournisseurs. Supply chain, tout est dit, c'est extractif. Donc, vous achetez du lait. Vous passez d'une logique transactionnelle à une logique régénérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'aller taper sur du prix, le prix du lait tous les mois, 190, vous allez fixer le prix du lait sur plusieurs années. Et le travail d'acheteur va devenir un travail du tu grandis, je grandis, sans naïveté, mais avec radicalité, qui veut dire on fixe le prix du lait et la condition devient comment je t'aide, toi, producteur de lait, à rester producteur de lait en changeant tes pratiques et en restant et en permettant de garder du lait sur le territoire français. Ça, c'est une façon d'appliquer une logique écosystème à la maille d'un secteur, d'un département des boîtes qui est largement peu écosystémique, qui est le secteur des achats. Voilà un exemple concret de pratique et puis sur les secteurs qu'il faut arrêter. Alors, pour traiter de la question de qu'est-ce qui est régénératif, qu'est-ce qui ne peut l'être, qu'est-ce qui ne peut pas l'être, moi je préfère aborder cette question sous l'angle de l'éco-compatibilité ou l'éco-incompatibilité. L'éco-incompatibilité, c'est quoi? C'est l'incapacité d'une activité économique à réduire ses impacts négatifs au seuil incompressible. Genre et les seuils incompressibles, c'est quoi? Alors, le bâtiment dans la construction neuve, en tout cas dans la manière dont c'est fait aujourd'hui, elle ne va pas pouvoir aller au seuil incompressible. La notion de seuil incompressible est importante. C'est les seuils prescrits par la science pour réintégrer les équilibres planétaires que j'évoquais dans mon introduction. Pour vous donner juste une idée sur la seule question du carbone, c'est réduction de 45% en moyenne intersectorielle entre 2020 et 2030, moins 90% entre 2020 et 2050. Le seuil incompressible, c'est 10%. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, mon activité économique, dans la manière dont elle est configurée et dans la capacité de transformation que je suis capable de projeter, est-ce qu'elle est capable d'atteindre ces 10% de seuil dans un laps de temps qui est un laps de temps de 25 ans aujourd'hui. Ça, c'est une question absolument fondamentale. Et cette question amène la question du renoncement. Il y a plein d'activités sur lesquelles il n'est même pas pertinent de projeter la pensée régénérative. Par exemple. Parce que tu prends une centrale à charbon. Une centrale à charbon aujourd'hui, quel que soit le niveau d'effort, c'est un actif à échouer le plus rapidement possible. Les grandes activités d'extraction. L'industrie automobile. L'industrie automobile, en tout cas, dans un modèle de mobilité individuelle fondé sur la construction d'un véhicule d'1,5 tonne à 4 tonnes pour transporter une personne de 75 kilos, c'est éco-incompatible. Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. On ne peut plus se permettre ce genre de gabegie aujourd'hui. Et donc, une fois qu'on a traité de cette question, on a déjà fait un sacré tri. Après, quand on a dit ça, toutes les entreprises vont avoir la capacité à engager une contribution à la régénération. Maintenant, la question, c'est est-ce que les impacts positifs qu'elles vont être capables de mettre en œuvre vont être supérieurs aux impacts négatifs incompressibles qu'elle est capable qu'elle va atteindre par le seul fait d'exister. Et c'est là que ça se situe, en fait. Thomas, tu voulais réagir et je te pose la même question. Parmi tes clients, quels sont ceux
qui sont, on va dire, les plus à même à être emmenés sur ce chemin-là? Et avec quelle méthode? J'entends ce qui a été dit sur l'incompressible. Je vais rebondir sur le côté mobilité. Et j'ai envie de prendre les choses un peu différemment. Et en étant peut-être plus positif, plutôt de renoncer ou d'éliminer, c'est penser autrement, tout simplement. Prenons la voiture. Donc effectivement, je rajouterais à ce que tu as dit, Christophe, que la voiture, vous le savez, mais c'est utilisé entre 8 et 12% sur 24 heures. Hein. Donc ça veut dire qu'à 90% du temps, les 1,5 à 3 tonnes d'acier, de composants et autres, sont à l'arrêt, ne servent à rien. Donc on voit qu'en termes d'optimisation d'usage, c'est juste une catastrophe et c'est un monstrueux gaspillage. OK. Donc, et quand j'entends des hommes politiques dire l'objectif, c'est que chaque Français ait accès à une voiture électrique, on est exactement dans ce schéma-là. Alors c'est quoi la vraie question à se poser? Comment faire en sorte que chaque Français ait accès à la mobilité? Donc on remet ça dans une dimension fonctionnelle. Et à Paris, c'est super simple. Quand vous êtes dans un milieu rural, sans voiture, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas bosser, vous ne pouvez pas, voilà, vous pouvez rien faire. Donc qu'est-ce qu'on fait et comment on va réinventer par l'autopartage, par le développement de transport commun, par la l'autopartage, coopération. c'est pas régénératif, ça existe depuis longtemps. Il faut quand même fabriquer des voitures. Oui, mais donc déjà, commençons. Enfin, moi, je pense que Blablacar avait fait une étude qui montrait que si tout le monde utilisait l'autopartage, on arriverait, on est à 10%, à réduire de 90% de notre parc automobile. On serait dans la réduction et pas la régénération. C'est ça que je voudrais comprendre par rapport à ce qui non, existait déjà. On invente autre chose, on pense autre chose. Et donc, le fabricant de voitures automobiles, il faut effectivement qu'il comprenne que son activité, il faut qu'elle se transforme en profondeur. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il, restons dans le positif, ça veut dire qu'il faut qu'il réinvente tout un tas de nouvelles activités, ce qu'a fait Pocheco, en partie en tout cas, pour justement rester dans un modèle économique qui est viable pour lui en tant qu'entreprise. Mais pour moi, il n'y a pas de secteur qui est à bannir. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins, qui doivent se réinventer plus ou moins en profondeur. Et ça peut aller très très loin. Le tabac, voilà, vous savez que vous tuez les gens. Bon, ok, ce serait peut-être bien de passer à autre chose. Alors moi, je suis un client, Thomas. Mettons dans le monde de la mode, là je mets de côté ceux qui s'autoproclament déjà régénératifs, hein, n'est-ce pas? Je suis un client, je viens te voir dans un grand secteur comme la mode ou la beauté, j'ai envie de passer ou de me questionner sur ce chemin et sur la méthode. Qu'est-ce que tu vas me conseiller? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Quelle va être la méthode? Avant de parler dans la méthodologie, parce que c'est la mode, puisque tu m'as dit, Arnaud m'a dit, il faut du concret. Donc je suis dit, ok. Tu avais peut-être un autre exemple, alors vas-y, donne-le. Donc du coup, non, je vais à la mode, puisque donc, pour ceux que ça intéresse, on vient de sortir une étude. Donc on en a fait deux, une sur la cosmétique et une plus récemment sur la mode régénérative, qui est donc en open source sur notre site, si ça vous intéresse, donc r3-groupe sans e.fr. Et petit r, chiffre 3, pardon. Donc je me suis transformé en gravure de mode régénérative. Donc je vais juste vous donner quelques exemples. C'est pour ça que ça marche. Alors je suis désolé, le mannequin n'est pas la première fraîcheur, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il porte. Donc qu'est-ce que je porte? Je porte une veste d'une petite marque bretonne qui s'appelle Later. C'est une veste en laine qui est 100% en laine recyclée. Et ce qui est important, et c'est un point aussi que je voulais rajouter, au-delà de tout ce qui a été dit, sur le côté systémique, sur la vision systémique et autres, et la notion de réparer, de réhabiliter, c'est de pousser. Qu'est-ce que ça veut dire quand on pense régénérateur? C'est-à-dire qu'on va chercher à supprimer les externalités négatives. D'un côté, on ne cherche pas à les minimiser, on cherche à les supprimer. Zéro. Ça, c'est le premier point. Et de l'autre côté, on va chercher à maximiser toutes les contributions qu'on génère, économiques, sociales, sociétales, environnementales. Donc, démonstration, cette veste, elle est verte. D'accord? Donc, c'est de la laine 100% recyclée d'abord. OK? Et ensuite, la couleur de cette veste, elle est faite, si vous le regardez avec une loupe, vous allez voir qu'en fait, c'est des fils de plein de couleurs. Et donc, c'est un savoir-faire pour mélanger des fils recyclés de différentes couleurs qui vont donner cette couleur. Ils peuvent faire 50... c'est les ateliers du parc, c'est une entreprise française, industrielle, d'Occitanie, qui a développé ce concept. D'accord? Donc ça, on voit bien qu'on supprime un des éléments les plus polluants de la mode, qui est la teinture. D'accord? Donc voilà, un premier exemple. Là, j'ai un t-shirt qui est en chanvre, qui a été créé par un type qui s'appelle Vincent Lartisien. Il sera dans notre aussi une conférence qu'on donne, une masterclass le 8 novembre sur l'économie régénératrice, qui est un ancien surfeur professionnel, donc il a un petit rapport au vivant un peu spécial. D'accord? Et lui, il a dit, voilà, je vais créer, à partir d'une matière, répondre aux besoins fondamentaux. Donc il a créé un groupe qui s'appelle les Chanvres de l'Atlantique.
Donc là, on est dans les Landes, on n'est plus en Bretagne. Et donc, il fait du textile avec une seule plante, hein, qui, à la base, régénère les sols, notamment en culture de rotation. D'accord ? Donc, elle a déjà une première fonction régénératrice au sens de l'agriculture. Lui, en plus, il dit, voilà, je vais répondre à m'habiller, mon t-shirt, à me loger, donc il fait des briques de chambre, d'accord, et à me nourrir. Donc, il fait tout un tas de graines et autres, et du CBD pour justement que vous nourrissiez. Donc, d'accord, avec une seule plante dont ils utilisent toutes les parties. D'accord ? Ils génèrent tout un tas d'externalités positives, de contributions sur les besoins fondamentaux humains. D'accord ? Ce pantalon, donc, c'est issu de la marque Mud Jeans. En 2012, ça a été la première entreprise à lancer le jean circulaire. D'accord ? Donc, il est consigné, ce jean. Et vous pouvez le louer. Bon, je n'ai pas fait, mais si vous l'achetez, vous pouvez... Enfin, il est consigné, donc je peux, le jour où il est vieux, j'en veux plus, je peux le renvoyer. D'accord ? C'est ce qu'a fait aussi un autre automobile qui s'appelle Thomas Hurier, avec 1083, qui s'appelle le Jean Infini. D'accord ? C'est la même chose. Dernière chose, mes chaussures, donc, qui viennent de la marque Asphalt. D'accord ? Donc Asphalt, leur modèle économique, c'est du modèle de précommande. Donc, OK, mes chaussures, je ne les ai pas eues tout de suite. J'ai dû attendre entre 2 et 3 mois pour avoir mes chaussures. D'accord ? Mais qu'est-ce que ça permet, ça ? Ça permet de diviser par 10 le stock qu'ils ont à Asphalt en termes de vêtements ou d'articles de chaussures ou d'accessoires. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que dans la mode, dans le modèle classique, vous restiez, par rapport aux collections autres, avec 20 à 30% de vos collections sur les bras, qui étaient, jusqu'à un passé récent, incinérées ou broyées ou déchiquetées. D'accord ? Donc, et vous voilà aussi, c'est comme la voiture, vous mesurez le monstrueux gaspillage de matières premières, de coton, de cuir et autres, qui finissaient par être brûlés. Et l'autre point, et c'est aussi un des points clés de ce qu'apporte ce modèle de réabonnement, c'est que ça vous fait travailler votre satiété. Voilà, ça vous fait sortir de cette foutue, pour rester poli, économie de l'addiction, de société de l'addiction dans laquelle nous sommes, et c'est ça qui nous tue. Donc c'est comment aussi on met en place des modèles économiques qui vont nous permettre de sortir de cette société d'addiction qui est en train, effectivement... On le voit avec les dépendances, pas facile de sortir de l'addiction. Pardon Thomas, il faut que j'avance. Catherine, Nestlé a affiché ce chemin vers l'économie régénérative et zéro émission nette comme l'ambition mère de l'entreprise. Pourquoi ? En fait, notre ambition, c'est la régénération de façon globale. Régénération, pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, c'est la vie au centre et la nature au centre. Et on fait des produits alimentaires. On sait que 25% des émissions de gaz à effet de serre viennent aujourd'hui de l'alimentation. On est un acteur majeur de l'agroalimentaire et on a un impact direct sur, rien qu'en France, sur des millions de personnes, que ce soit les collaborateurs de l'entreprise, que ce soit les consommateurs, j'espère que vous en êtes tous, ou que ce soit tous les gens avec qui on travaille dans notre écosystème, les agriculteurs, les partenaires, etc. La France est d'ailleurs votre pays pilote, je crois, sur ce sujet. La France est notre pays pilote sur certaines des initiatives qu'on a mis en place. Donc pourquoi on est allé sur la régénération ? Et la régénération pour nous, elle repose sur 3 piliers. C'est au-delà de l'agriculture régénérative. C'est d'abord, le premier pilier, c'est évidemment le climat. Dans le climat, et vous l'avez dit, c'est plutôt la planète. Pour la planète, il y a bien sûr le sujet du climat, mais il y a aussi la biodiversité, il y a l'eau, il y a le packaging, pour nous, qui est un sujet très important. Ça représente 16% de nos émissions aujourd'hui. Le deuxième pilier, c'est la nutrition. On est une entreprise de l'agroalimentaire, donc la nutrition, ça fait partie de notre ADN et on essaie d'être en amélioration continue. Et puis le troisième pilier sont nos communautés, avec d'abord nos collaborateurs, où on est très engagé sur la diversité et l'inclusion. C'est aussi nos consommateurs et c'est aussi l'ensemble des partenaires de notre chaîne de valeur et notamment les centaines de milliers d'agriculteurs avec qui on travaille dans le monde. On fabrique du café, du cacao, du chocolat notamment, et les agriculteurs en France. Alors très concrètement, Catherine, comment est-ce que vous embarquez
cette filière agricole sur ce chemin, une filière agricole qui est quand même déjà épuisée par le réchauffement climatique et toutes les difficultés récentes? Alors, en fait, la régénération, c'est vraiment une question de responsabilité pour nous, responsabilité d'abord pour l'entreprise. Si on ne le fait pas, enfin, on existe depuis 150 ans et on veut être là encore depuis 150 ans. La régénération, pour nous, ce n'est pas de la philanthropie, c'est juste que c'est une responsabilité. Et c'est une responsabilité vis-à-vis aussi de l'amont agricole. 75% de nos émissions à effet de serre aujourd'hui viennent de la production agricole. Et on sait que la production agricole aujourd'hui a un impact direct sur le climat, a un impact sur la biodiversité, a un impact sur la santé des sols. Et donc, et d'ailleurs, les agriculteurs sont parmi les premières victimes aujourd'hui du changement climatique. Et donc, il faut travailler avec eux, il faut les engager, il faut nouer des partenariats, il faut convaincre. Concrètement, comment avez-vous fait? Comment est-ce qu'on les convainc et on les accompagne concrètement? Alors, on s'est engagé, ça fait déjà quelques années, sur l'agriculture régénératrice avec le programme Sol Vivant, avec la fondation Earthworm, avec qui on a travaillé. C'est un écosystème. D'abord, évidemment, c'est les scientifiques, les centres techniques, les centres de recherche, les agriculteurs, les financiers, éventuellement, les coopératives. Et l'objectif, c'est de se fixer des objectifs. Enfin, c'est très simple, hein, l'agriculture régénératrice, c'est simplement la rotation des sols, c'est la couverture des sols et la rotation des cultures. Donc, c'est revenir finalement à des pratiques qui existaient auparavant. Donc, c'est d'abord convaincre, ensuite c'est accompagner, c'est un accompagnement financier, c'est un accompagnement technique, il ne faut pas renoncer, il faut y croire, il faut aller sur le terrain et c'est mesuré bien entendu et c'est ce qu'on fait donc sur l'agriculture régénératrice en France, mais pas que, parce que évidemment avec le café et le cacao, on a aussi des programmes avec lesquels on travaille et on est engagé sur cette voie. C'est un long chemin. Un des reproches, Catherine, qu'on a fait dans cette fameuse tribune du Monde à l'économie régénérative, c'est le manque finalement de contrôle et d'outils. Est-ce que vous les engagez à être dans une certification ROC? Non, alors en fait, on plutôt que le risque de s'autoproclamer régénérative, hein, c'est quand même un des reproches qui est fait à l'économie régénérative. Alors nous, déjà, on ne s'autoproclame pas régénérative parce que d'abord, on ne l'est pas. On revendique la régénération parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN et on a besoin de ce cap, on a besoin de cette colonne vertébrale pour engager l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble de notre écosystème. Après, sur l'agriculture régénératrice, on en parlait, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation et elle n'est pas normée. Peut-être qu'il faut réfléchir à un standard au niveau européen pour justement éviter des pratiques de greenwashing, en tout cas pour ce qui ne compte. Pourquoi réfléchir, Catherine, à un nouveau standard alors qu'il y a déjà un standard existant? Est-ce que ça ne contribue pas à la confusion finalement? Aujourd'hui, il n'y a pas de standard écrit existant sur l'agriculture régénératrice. Enfin, et je pense que, en tout cas en France, il y a des pratiques qui sont extrêmement vertueuses. Nous, ce qu'on fait avec la Fondation Earthworm, c'est très sérieux, c'est étayé scientifiquement, c'est mesuré. Le sujet de la mesure est évidemment absolument critique. Les grandes coopératives qui sont engagées aujourd'hui, mais aujourd'hui, il peut y avoir un produit importé de je ne sais où qui va éventuellement revendiquer agriculture régénératrice. Donc, je sais qu'il y a ces réflexions en cours, ça me semble important. C'est une des raisons pour laquelle on est, nous, aujourd'hui, très prudents et on ne claime pas agriculture régénératrice. Alors, justement, on parle souvent des écosystèmes. Dans votre écosystème, vous avez parlé des agriculteurs, il y a celui de la grande distribution. Est-ce que vous arrivez à l'embarquer sur ce chemin ? C'est plus difficile, vous m'avez dit. Non, c'est plutôt le consommateur. Quand c'est plus vert, c'est plus cher. Quand c'est plus vert, c'est certain. Comment est-ce qu'on fait en période d'inflation ? Alors, la bonne nouvelle en France, c'est que les consommateurs, même s'il y a un sujet d'inflation qui est majeur et il y a beaucoup de gens qui sont en précarité alimentaire, et d'ailleurs dans notre écosystème, on travaille
aussi beaucoup avec les associations d'aide alimentaire. Mais néanmoins, j'ai lu ça récemment, et vous en savez certainement plus que moi, les Français sont, je crois, le 2e peuple au monde à se préoccuper, à être sensibilisés sur les questions de climat. Et aujourd'hui, toutes les études, et on vient de réaliser une étude, notamment auprès des populations précaires, et ils sont très intéressés et très sensibilisés sur la question de l'alimentation durable. Donc, une de nos responsabilités, c'est aussi de pouvoir engager le consommateur sur une alimentation plus durable. Donc, expliquer l'agriculture régénérative, expliquer, donner envie du végétal, parce que c'est aussi un vrai sujet. Comment embarquer aujourd'hui les gens à une alimentation qui soit plus durable et donc une alimentation qui soit plus végétale. Donc c'est en effet dans notre écosystème, le consommateur est absolument clé. Et donc un de nos sujets, c'est comment l'embarquer, comment lui expliquer. Et peut-être un point, c'est que le consommateur n'a pas à payer l'intégralité du surcoût de la mise en œuvre de pratiques régénératives. Thomas a évoqué le besoin d'innover sur le modèle économique. On n'ira pas vers la régénération sans innovation assez significative de nos modèles économiques. Et en particulier, dans le domaine agroalimentaire, il y a énormément d'innovations à réaliser en la matière pour que les surcoûts liés à la mise en œuvre des pratiques se distribuent sur d'autres architectures de valeur que la seule monétisation par le consommateur final. Aujourd'hui, on a des expérimentations en cours où on arrive à maintenir un prix cible pour le consommateur malgré un doublement du coût de production via une diversification des modèles de revenus et une réorganisation complète de l'architecture de valeur. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que l'innovation, en particulier dans le secteur agricole aujourd'hui, elle arrive, elle est en train d'arriver. Et on voit qu'il y a des bouleversements. Et aujourd'hui, nous, en tant que groupe Nestlé, on a beaucoup investi. Aujourd'hui, on n'a pas répercuté ces coûts sur le consommateur. Mais je pense que ça fait faire des économies. Ça a été cité. Mais aujourd'hui, je pense que l'innovation va être clé, en effet, pour que ça ne coûte pas beaucoup plus cher pour le consommateur, c'est clair. Tu veux dire comment, toi, parce que là, il vous picorez des mots et il faut vous partir territoire. En fait, à partir du moment où on dit écosystème, à partir du moment où on dit un agriculteur arrête juste de vendre pour une filière ta monoculture à Rouen, en fait, on l'oblige à raisonner en systémie. Il faut qu'il fasse de la rotation de culture. Et si vous tirez le fil, on amène cet agriculteur à regarder beaucoup plus le territoire et son territoire. Et ce que disait Christophe, un lien avec les modèles économiques, quand vous fabriquez des lave-linges, c'est compliqué de toucher le vivant. Et donc, ça va se faire à la maille du territoire. Ce n'est pas des compensations de carbone à l'autre bout du monde pour planter en Australie. Et donc, il y a un concept très important, c'est la régénération des territoires. Et donc, toute la systémie dont on parle, elle se joue à un moment donné en local. Et donc, je pense que c'est hyper important que l'écosystème, il est très physique, en fait. Donc, la notion de territoire me semblait importante à remettre à la surface. Nathalie, quel type d'accompagnement propose le Forum pour l'investissement responsable? Quel type d'accompagnement, on va dire, pour aider à documenter le sujet dont on parlait, voir quel type d'accompagnement vous avez besoin de muscler, puisque vous êtes en train de travailler là-dessus? Alors, le Forum pour l'investissement responsable, c'est une association qui réunit tout type d'investisseurs, des grands investisseurs institutionnels, mais aussi des banques, des gestionnaires d'actifs et des acteurs de la société civile, des académiques, des ONG, qui cherchent justement à développer les meilleures pratiques en matière d'investissement responsable et donc à outiller les actionnaires, les investisseurs pour que justement ils utilisent leur levier en tant qu'actionnaires afin de réorienter les modèles d'affaires des entreprises vers une économie soutenable. Et on le fait en essayant d'intégrer vraiment toutes les dimensions de l'ESG et donc à pas avoir une approche carbone-centrée, climato-centrée, mais bien une approche qui intègre les limites planétaires et le plancher social. Alors, je vous écoute avec beaucoup d'attention depuis tout à l'heure, et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que voilà, y a un fantasme dans le domaine de la RSE du pouvoir performatif des concepts. Vous l'avez dit, Arnaud, en introduction. On est passé du développement durable à l'économie régénérative, en passant par l'économie à impact, l'économie responsable, etc. Donc voilà, moi j'abordais ce sujet en début de conférence avec un peu de scepticisme, parce que si vraiment il s'agit de transformer les modèles d'affaires des entreprises pour créer de l'impact positif dans une approche de réciprocité et en revoyant complètement le modèle pour qu'il ait réellement un impact positif, évidemment c'est très bien. Mais ce qu'on constate,
en tout cas du côté des entreprises du CAC 40, que le FIR interroge chaque année au travers de questions écrites très précises sur quelles sont leurs trajectoires carbone. Est-ce qu'elles ont choisi vraiment un alignement 1,5 degré qui va vers une vraie neutralité carbone, c'est-à-dire avec une réduction de 90% des émissions d'ici 2050 et simplement une séquestration des émissions résiduelles, donc une approche plutôt qui va vers justement l'impact positif. Est-ce qu'elles ont intégré dans leur modèle d'affaires la question de l'épuisement des ressources et l'ensemble des limites planétaires? Est-ce qu'elles sont dans une démarche circulaire qui va vers cet impact positif des économies régénératives? Ce qu'on constate, c'est que même pour les entreprises qui sont normalement très outillées, qui ont beaucoup réfléchi à ces sujets depuis longtemps, etc., il y en a encore 9 au sein du CAC 40 qui ne sont pas du tout sur une trajectoire compatible avec un scénario 1,5 degré sur les 3 scopes sur la partie climatique. Elles sont 15 à ne pas tenir compte des enjeux de circularité, de même pas parler d'économie circulaire ou d'empreinte biodiversité, etc. Et quand on parle des sujets sociaux, là aussi... CF, le constat de Jean Jouzel à voilà. l'université d'été du MEDEF. Donc sans même dire est-ce que... Est-ce que vous êtes là pour les bousculer ou pour les prendre là où ils sont? Alors, donc sans même parler de trajectoire de réduction versus impact positif, voilà, ce qu'on constate, c'est que le compte n'y est pas. Donc le rôle d'un investisseur vraiment engagé sur ces questions de responsabilité, c'est d'abord d'interroger l'entreprise sur quel est son impact. Ce qu'on va regarder, nous, en tant qu'investisseurs, c'est vraiment des choses absolument concrètes. C'est l'impact final, de façon absolument quantitative. Parce que pour nous, ce qu'il y a derrière, c'est un risque. Donc ce qu'on va chercher à minimiser en tant qu'investisseur, c'est le risque que comporte le modèle d'affaires de l'entreprise s'il n'est pas compatible avec ce plafond environnemental et ce plancher social. Et on va éviter les actifs échoués. Donc, au sein du FIR, on va définir en effet des activités absolument néfastes, non transformables, qu'il faut exclure en tant qu'investisseur. Et ça, c'est un puissant levier de transformation pour les entreprises qu'on a en face de nous. Et au FIR, on travaille beaucoup sur ce que c'est que l'impact. Moi, je préfère parler d'impact. Je trouve ça beaucoup plus simple parce qu'on regarde concrètement ce qui change dans la réalité, quelle est la transformation. Vous préférez parler d'impact et d'objectifs ODD des Nations Unies. Je pense qu'il y a finalement assez peu d'entreprises qui peuvent avoir cette capacité à vraiment créer des impacts positifs. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a en effet beaucoup d'entreprises qui investissent dans des projets régénératifs et c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble de leur business model et de leur chaîne de valeur est régénératif. Donc il faut être aussi précautionneux avec son concept qu'avec le concept de compensation. Et moi, je trouve que le bon vieux concept d'éviter, réduire, renaturer est quand même assez efficace. Donc voilà, les investisseurs, par le dialogue actionnarial, par leur pouvoir de vote en assemblée générale, par justement cette exigence de questions écrites aux entreprises et par aussi la définition de nouveaux produits de financement qui sont adaptés à cette transformation écologique. Parce que, en fait, quand on se transforme, on a besoin d'investissement, de financement à très long terme. On l'a vu, on a besoin d'être accompagné par ces financeurs à plus de 5 ans, donc au-delà d'une rentabilité immédiate. Donc voilà, on essaye de définir aussi ces outils de financement qui sont adaptés à ce changement de paradigme et qui accompagnent les entreprises sur le long terme. C'est ce qu'on fait au FIR, en travaillant sur les labels ISR, sur les produits d'investissement impact, etc. C'est quoi le prochain combat ou le sujet sur lequel la finance durable a besoin de muscler un petit peu? Parce que d'un côté, on en parle beaucoup. D'un côté, je crois que j'ai lu qu'il y avait 100 000 milliards d'actifs. Bon, c'est très intéressant. De l'autre, Tariq Fancy quitte BlackRock et dit que la finance durable, c'est l'arnaque du siècle. Donc, au fond, où est-ce que la finance durable a besoin de progresser pour bousculer et faire progresser et contribuer les grands acteurs à changer l'économie, leur modèle d'affaires plutôt. Comme nous tous dans la salle, c'est-à-dire c'est le même combat côté entreprise que côté finance. Il faut d'abord qu'on lutte contre le greenwashing et contre le blabla. Alors, le principal greenwashing en matière de finance durable, c'est quoi? Et donc, dans la finance durable, les derniers scandales qui ont été révélés dans certaines enquêtes, c'est que vous avez un certain nombre de fonds d'investissement responsables qui continuent à investir dans des entreprises
qui n'ont pas d'impact positif, c'est-à-dire qui sont en transformation et en transition, mais qui n'ont pas d'impact positif, et donc dans des entreprises qui sont incompatibles avec les limites planétaires, comme les entreprises du secteur fossile. Et ces labels ISR cochaient toutes les cases de la réglementation qui encadre l'ISR. Donc le problème, il est en amont, c'est-à-dire que la réglementation permet en fait de labelliser ou de considérer comme étant compatible justement avec un modèle durable, en fait des activités qui sont juste en transition et non pas encore vraiment sur des trajectoires qui peuvent créer de l'impact positif ou tout simplement compatible avec les limites planétaires. Donc notre rôle au sein du FIR, c'est de redéfinir ces critères, de vraiment mettre de l'ordre et de faire en sorte que ce soit lisible pour l'épargnant consommateur et donc d'éviter le greenwashing. Très concrètement, ça veut dire qu'il ne faudra plus labelliser comme étant investissement responsable des fonds qui continuent à investir dans les secteurs totalement néfastes. Et il faut que ce soit très clair en termes d'exclusion et qu'on ne prenne pas des chemins détournés. Et puis, il faut aussi que ces labels puissent justement récompenser en fait, les activités qui ont vraiment des impacts positifs, donc à impact. Alors ça m'intéressait parce que lors de notre conversation, de la part de la finance, votre remarque m'a intéressé, je vais y venir, mais Thomas aussi, on en a parlé, vous aussi. Vous dites tous que cette transformation-là n'est possible que s'il y a une transformation comportementale, une transformation organisationnelle, culturelle, une transformation du leadership. Alors, juste les uns et les autres, juste en quoi ? Je t'ai entendu beaucoup en parler aussi, Antoine. La CEC, c'est un élément central du programme de la CEC. Pourquoi est-ce qu'il faut transformer ? Pourquoi est-ce qu'il faut ajouter cette transformation-là à toutes les transformations que nous devons faire, donc transformer le leadership. Il y a beaucoup de philosophes et de grands penseurs comme Edgar Morin ou Gramsci qui ont parlé de cette transformation culturelle, cette bataille culturelle pour réussir des transformations profondes. Là, il s'agit quand même de changer notre rapport à la nature, ça a été dit. Moi, je pense qu'il faut changer de système de valeurs et donc aussi changer la façon dont on valorise l'activité économique. Et donc il faut repenser la valeur économique et donner une valeur à tout ce qui est durable et donc aux impacts ESG. C'est avec tous les outils qu'on va avoir en termes de reporting autour de la taxonomie, de CSRD, de toute cette matrice en fait d'indicateurs, on va pouvoir quand même définir la valeur autrement, valoriser ce qui justement est à impact positif en matière de ESG. Et je pense qu'il faut enfin, une bonne fois pour toutes, internaliser les externalités négatives, leur donner un prix, un coût, et récompenser les externalités positives. Thomas, pas de transformation écologique sans transformation personnelle ? Alors ça c'est clair, mais juste avant, je voulais revenir sur le financement. Je pense que c'est aussi important Après, je passe la parole à la salle. D'aider effectivement à cette capacité de financer, de montrer la valeur. Mais si je prends un autre exemple, c'est l'entreprise SEM, qui là aussi vend des jeans et des chemises, qui travaille sur le lin cette fois, d'accord ? Donc qui a réindustrialisé. Alors c'est père et fille, c'est Pierre Schmitt et Agathe Schmitt. Il y en a un qui a plusieurs entreprises industrielles, Velcorex et Manuel Lang, de toutes les étapes de transformation du lin. Encore pour faire notamment des vêtements, mais pas que. Bon, ces gens-là, ça fait une génération, 20-30 ans, qui se battent et dans des conditions financières très difficiles pour réindustrialiser toute cette filière en France, avec un impact clair. Aujourd'hui, le jean lin de SEM, il vaut 200 €. Donc évidemment, il ne s'adresse pas à tout le monde. Pourtant, elle vous montre, quand vous allez sur le site, la valeur que ça a à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social et environnemental. Donc il faut aussi accompagner dans les financements pour les consommateurs, pour leur donner... Et là aussi, il faut être créatif, il faut réinventer les choses. Faisons de la microfinance, y compris dans le low-cost. On travaille sur des low-cost, sur des pantalons pour des enfants, et comment on peut dire, OK, c'est peut-être 10 € de plus, mais vous en allez acheter un tous les 3 ans au lieu de 3 sur 3 ans, un par an, d'accord ? Donc vous allez économiser 25 €. Oui, mais c'est 15 € de plus là tout de suite. Moi, je n'ai pas 15 € de plus. Et ça se comprend par les temps qui courent. Donc c'est quel outil de financement ? Et donc là, on peut faire de l'innovation inversée et aller chercher le microcrédit, tout ce qui a été développé dans le microcrédit dans les pays émergents, pour trouver des solutions de financement pour donner accès à tout le monde à ces modèles durables. C'est aussi ça qui est un point clé.
Antoine, Christophe, cette transformation, cette profonde transformation du modèle d'affaires systémique, etc., pourquoi est-ce qu'elle passe par une transformation personnelle et des leaders? Je donne un exemple. Ouais. Dans la régénération, il y a un ensemble de... Alors, appelons ça des principes, appelons ça des guides pour penser. Il y en a un qui a trait à l'autolimitation, la capacité à se limiter, qui est une capacité inhérente du vivant. Les systèmes vivants ont intégré la notion de limite. Eh bien, si nous ne faisons pas un travail sur nous, c'est une question inabordable. C'est un sentiment inabordable. Comment est-ce qu'on passe du toujours plus comme expression de notre puissance à une reconceptualisation de l'autolimitation comme capacité véritable de puissance de l'humain? Et ça, si vous n'allez pas à l'intérieur de vous-même, si vous ne travaillez pas à l'intérieur de vous pour voir ce que ça fait bouger en vous, ce sont des questions qui sont inamovibles. C'est un exemple. Il y en a un tas haut jusqu'au plafond. Donc, si on reste sur la technicité, et je pense que c'est un des grands manquements de la RSE aujourd'hui, c'est de l'avoir cantonné à une approche exclusivement technique. Tant que ça restera de la technique, de la tambouille de techniciens, il ne se passera rien du tout. On parle aussi beaucoup de courage, d'authenticité. Oui. Et vous inquiétez pas, tellement d'accord. C'est bien de quantifier. En fait, ce qui doit nous rendre confortables, vous avez peut-être le sentiment que c'est brouillon, mais en fait, il faut qu'on tous, on a une corde à l'arc. On n'a pas parlé du politique, du partage de valeurs, etc. Évidemment qu'il faut quantifier. Mais n'oubliez pas que si on rajoute un KPI et des gens qui font les mêmes KPI, ils savent très bien optimiser, il ne s'agit pas d'optimiser. Il s'agit à un moment donné d'un système de croyance. Je prends une analogie que m'avait donnée Emric, qui est un engagé aussi du régénératif, qui m'avait dit, c'est comme la féodalité. C'est-à-dire c'est une question de changement de paire de lunettes. Au moment où on pensait que le roi était issu du droit divin, les gens avaient une manière de regarder le roi, et à un moment donné, le roi est nu, et puis ça bascule de système. Et donc c'est vraiment ce regard qu'on porte sur les choses qui doit bouger. Et à partir du moment où la norme bouge, après, il faut qu'on se rassure pour que chacun, avec nos compétences, on participe au cycle de demain. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans la profondeur et dans le regard. Très brièvement, Catherine, je voudrais passer la parole à ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui est dit. C'est une révolution dans la régénération, c'est une révolution dans l'entreprise, mais c'est une révolution qui passe par l'humain. Et pour que ça passe par l'humain, c'est vrai que les changements absolument profonds, c'est une gouvernance qui est complètement repensée. C'est-à-dire que j'ai mon équipe développement durable qui est là, mais c'est plus l'affaire d'une petite équipe développement durable dans un coin. C'est embarqué à tous les niveaux de l'entreprise, par la finance, par le marketing, par les achats, par les opérations, par le légal, par absolument tout le monde, porté au plus haut niveau de l'entreprise, et avec une expression que mon CEO du groupe utilise, c'est le leadership de l'entreprise on doit être tous des activistes au sein de l'entreprise, et on doit tous être convaincus. Et donc la question de la culture et de la transformation de l'humain, évidemment, elle est clé, sinon on ne peut pas y arriver. Question. Monsieur. Oui, je savais que tu avais une question. Bonjour, Martin Richer. Vous m'avez convaincu sur le pouvoir très intéressant et très utile pour nous de la régénération en matière d'élaboration de grands récits, de mythes. Mais en revanche, vous ne m'avez pas du tout convaincu sur son pouvoir transformateur, c'est-à-dire comment ça peut faire véritablement bouger les entreprises comme on en a besoin aujourd'hui. Alors, question 1. Depuis le début des années 2000, le livre vert de la Commission européenne définit la RSE comme étant la responsabilité des entreprises sur les effets qu'elles exercent. Aujourd'hui, on dirait sur leurs impacts. Donc, qu'est-ce que le régénératif apporte de nouveau par rapport à ça, qui me paraît être essentiel, la responsabilité sur les impacts qu'on exerce, que ce soit des impacts positifs qu'on va essayer de développer ou des impacts négatifs qu'on va essayer de réduire. Et question 2 qui va avec, j'ai bien compris que c'était très ringard de continuer à s'occuper de réduire les impacts négatifs, Monsieur Sampels, parce que ce n'est pas motivant de réduire les impacts négatifs. Donc, par exemple, la France est un des pays en Europe qui a le plus d'accidents du travail mortels. Donc, s'atteler dans une entreprise à faire ce qu'il faut pour essayer de limiter les accidents du travail ou les maladies professionnelles, est-ce que c'est si ringard que ça ?
Christophe, j'allais te demander à qui tu poses la question. J'imagine peut-être tu veux répondre, Christophe. Alors je vais plutôt venir sur la seconde question que sur la première. En fait, dans la mise en œuvre de la démarche régénérative, ou en tout cas dans la mise en exécution de la contribution à la régénération socio-écologique, il y a deux mouvements à gérer de manière concomitante. Le premier mouvement, c'est la réduction des impacts négatifs au seuil incompressible. On n'arrivera jamais à générer de l'impact positif net à niveau d'impact négatif aussi élevé. Et donc, à aucun moment donné, il me semble, en tout cas, et si je l'ai fait, je m'en excuse, à aucun moment donné, je n'ai laissé penser que la réduction des impacts négatifs était quelque chose de ringard. C'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est une condition absolument nécessaire, mais non suffisante au regard aujourd'hui de la dégradation de nos écosystèmes et de la dégradation de ces processus régulateurs du système Terre. On l'a symbolisé dans un parcours de formation que nous avons co-créé par un mouvement du TIC, du TAC, générant du boom. C'est un petit moyen mémotechnique. Le TIC, c'est la réduction des impacts négatifs au seuil incompressible. Le TAC, c'est la génération d'impacts positifs par des dynamiques de reconnexion au vivant et par la capacité à recréer les conditions, tralala, tralala, tralala. Je renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, pour la bonne compréhension des choses, c'est extrêmement important d'avoir bien ces deux mouvements en tête. Et donc, je ne suggère pas du tout qu'il faille se désintéresser de la réduction des impacts. C'est absolument critique sur la feuille de route à mettre en œuvre. Malheureusement, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Très rapidement. Et sur le premier, je pense que c'est hyper important, et j'ai insisté au début, on n'est pas là pour convaincre. On n'est pas là pour convaincre quelque chose, on ne convainc pas du concept avec du concept, vous nous voyez sur une table ronde, donc ça n'aurait aucun sens. Donc la façon de... Ce qu'on a essayé de faire, c'est de témoigner d'un changement de vie et de ce qui nous était arrivé, de transformation profonde dans nos boîtes. Donc moi, l'invitation que j'ai pour vous, Martin, c'est de venir, et on va organiser une dizaine de visites dans les entreprises qui ont bougé, pour avoir d'autres témoignages de personnes qui ont pris ce chemin. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut tous y aller, et de vous forcer de manière normative à y aller, et on est là pour vous convaincre. On est là pour témoigner que c'est une des cordes de l'arc collectif qu'on doit venir actionner demain pour résoudre le problème. Je pense que c'est hyper important en termes de positionnement qu'on a eu aujourd'hui. Thomas, une réponse très rapide pour que je reprenne une question. Très rapide, juste sur le pouvoir transformatif. Attends, excusez-moi, mais vous prenez une activité, vous dites, voilà, on va faire 5 shifts. Volume, valeur, produit, solution, circularité, co-développement et accessibilité. Amusez-vous à faire ça, vous allez voir le pouvoir transformatif entre avant et après. D'accord ? Donc, je pense que ça. Et autre chose que ça amène aussi, pourquoi la régénération ? En quoi ça amène quelque chose de plus ? Moi, je suis personnellement convaincu que nous sommes au tout début de l'éco-anxiété. D'accord ? Tu m'avais dit que c'était d'ailleurs un remède à l'éco-anxiété, finalement, voilà, de le régénératif. Et de la solastalgie, pour la faire courte, c'est la nostalgie d'un monde qu'on ne reverra pas. En renoncement. Celui-là, il faut effectivement se le faire, entre guillemets. C'est pas facile. Hein. Si moi, je vous donne toutes les informations que j'ai, moi, dans ma petite tête, là, je vous plombe tous là, et toutes pour un mois, et on peut distribuer les shots de CBD à haute dose en sortant. Besoin d'un récit positif. OK ? Donc, la régénération, pour moi, c'est un concept qui offre une alternative, un sens, une direction, une ambition pour que nous, ma génération, et surtout celle de mes enfants, on ait un espoir pour le futur. Voilà. Monsieur. Oui, bonjour. Merci déjà pour votre conférence et pour toutes ces discussions inspirantes. Donc, je m'appelle Théo Alexandre. J'ai une question qui va viser plutôt Nathalie, mais tout le monde pourra y répondre. Non, que Nathalie, on n'a pas le temps. Dans les conférences que j'entends depuis 2 jours et même dans la vôtre, on effleure un concept et on ne rentre pas énormément dedans, je trouve. C'est ce concept du temps. Et j'aime bien votre image, Antoine, avec les lunettes. Les scientifiques nous disent depuis les années 70 que les horizons sont très loin, mais qu'il faut agir maintenant. Or, aujourd'hui, nos entreprises et nos États ont un horizon de temps qui est annuel avec le bilan et le compte de résultats ou le budget de l'État qui est voté chaque année. Et ça m'apparaît comme étant le plus grand frein pour aujourd'hui avoir des entreprises régénératives, cet horizon de temps des entreprises, du dirigeant qui dirait oui, c'est intéressant, mais on m'attend au tournant, et ce tournant est annuel. Il y a ce sujet, c'est un grand débat qu'on a eu dans la finalement, finance. c'est pas, est-ce que finalement les entreprises, le capitalisme familial qui s'inscrit dans la durée, il n'est pas on va dire, plus favorable que celui, le capitalisme alors qu'est-ce qui fait financier et boursier. Qu'est-ce qui fait la tragédie des horizons ? C'est l'injonction à créer de la rentabilité très vite, à très court terme, à horizon 1 an.
Donc voilà, ce qu'il faut, pour les acteurs financiers, en effet, il y a eu une grande bataille qui était de développer la finance patiente et de promouvoir des règles comptables, prudentielles, etc., qui permettent justement de donner plus de place à ces investisseurs qui ont la capacité d'attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans. Moi, je suis à la Caisse des dépôts, qui est une très vieille institution financière de plus de 200 ans, qui a cette capacité-là. Général, la Caisse des dépôts. Voilà, bon, c'est un peu spécifique comme modèle, mais je peux vous assurer que ces investisseurs de long terme, pendant longtemps, ont dû se battre pour avoir un système réglementaire qui encadre leur activité, qui permettent d'attendre cette rentabilité à long terme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop technique, mais voilà, il y a un enjeu de compter la valeur à plus long terme, et pour un patron d'entreprise, il y a quand même un enjeu de laisser une empreinte dans l'histoire qui ne soit pas désastreuse au regard de la crise environnementale qu'on connaît. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand on est un patron et un leader, on pense quand même à l'avenir de ses enfants, quoi. Je renvoie à Agnès Rambaud-Paquin, qui est peut-être dans la salle. Le Net Zero Pledge, vous regarderez, et ça calcule le nombre de CEO qu'il faut pour atteindre les objectifs en 2030-2050. Parce que dans Lafarge, il y aura 10 CEO d'ici les objectifs de 2030-2050. Donc, on peut évidemment promettre un petit peu ce qu'on veut. Juste une dernière question. Madame, je veux bien récupérer le micro, là. Il faut que je fasse tout, là. Tenez, prenez mon... Ah bah voilà, très bien. Je voulais savoir, du coup, si en termes de capacité d'autolimitation, il faut que ça vienne de chaque individu, ou si le rôle du politique, parce que c'est derrière la question qu'on vient d'entendre, c'est la question de la politique, on se l'est posé hier en conférence d'ouverture aussi. Est-ce que ces changements sont seulement culturels ou aussi politiques? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, aujourd'hui, du monde économique, pour bouger les règles de la politique, pour que finalement, la limitation qui ne vient pas toute seule s'efface? À qui vous posez votre question? À tout le monde. Ah non, à une personne. Ou à Antoine. Allez, Antoine. Il y a des prises de parole politiques qui disent qu'il faut cadrer la consommation comme on a cadré la production. C'est-à-dire que tout le 20e s'est fait autour de cadrer la production, bon, évidemment les combats sociaux. Et donc il y a tout un enjeu, et je pense qu'il va y avoir un enjeu autour de la limitation, mais ça touche la liberté. Et donc la liberté, c'est inflammable. Mais oui, évidemment que le politique doit jouer son rôle, et il faut être très attentif au débat public pour venir pousser les convictions qui sont les autres, et venir toucher les gens qui, à un moment donné, vont porter ça publiquement. Donc à fond, ça fait partie des autres cordes de l'arc. Nathalie. Ouais, juste un point là-dessus, parce que je sais que c'est pas ce que vous êtes en train de dire, hein, mais il y a souvent un alibi côté entreprise qui consiste à dire, bon, c'est très bien, on me demande beaucoup de choses, mais moi, mon job, c'est quand même de créer de la valeur. C'est aux politiques de mettre en place la réglementation qui va bien pour interdire certaines activités néfastes, etc. Ou c'est aux consommateurs de changer ses désirs et ses comportements. Oui, évidemment, il faut que tous, on passe à la sobriété, et ça a été dit. Mais ça a été dit aussi, la plus grande responsabilité, si on veut faire tout ce qui est dans la feuille de route de planification écologique française qui vient d'être définie par le gouvernement, repose à plus de 50% sur la responsabilité des entreprises. Donc nous, représentants d'entreprises, on a une responsabilité énorme dans la réussite de l'atteinte de ces objectifs. Il y a une part qui relève des consommateurs, elle a été évaluée à peu près 25%. Et évidemment, le politique, dans ce rôle de planificateur et d'élaborateur de la norme, a un rôle important. Mais je veux dire, c'est évidemment la conjonction de tout ça qui fait la transformation. Et attention à quand même bien remettre la responsabilité des entreprises au cœur du village. Un mot, il est 10h16. Ouais, juste, un mot. Oui, vous avez raison, tout le monde, chacun d'entre nous, on doit comprendre ça. Ce que nous disent les neurosciences, c'est que l'accumulation, ça ne vous rend pas heureux, ça vous rend frustré. De frustré, vous devenez addict. De addict, vous devenez violent. Et on tourne. D'accord ? Donc c'est comment on sort de ce cercle infernal et de cette société d'addiction. Pour ça, le rôle des marques et des entreprises, c'est d'accompagner chacun d'entre nous dans ses actes de consommation, de comprendre ce que ça implique, les conséquences, proposer une alternative durable et le laisser choisir. On est tous sauf stupides, donc capables de comprendre. Mais c'est chacun d'entre nous qui devons bouger. Juste un mot, Catherine, parce qu'on a terminé là. Votre question sur le politique est super intéressante. Ça serait d'ailleurs intéressant d'avoir un débat là-dessus. Moi, je pense que en tout cas, les entreprises ne peuvent pas attendre le politique. Après, il faut des cadres au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial, c'est clair. Mais si on attend le politique... D'ailleurs, les Français attendent des entreprises qu'elles soient porteuses du changement beaucoup plus que les politiques dans les sondages.
Oui, et les entreprises peuvent aussi inciter le politique à bouger encore plus vite. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples concrets en tête. Ok, donc, je ne pense pas qu'on ait épuisé ou couvert le sujet, mais merci à tous pour la pédagogie, pour la franchise, pour avoir répondu à toutes les questions. Voilà. Christophe, juste une chose. Si je veux juste mieux comprendre ou explorer le sujet, c'est quoi le truc qu'il faut que je lise? Un bouquin, un site? Lise ou regarde. Quoi? Lise ou regarde? Ça serait quoi? Si je veux aller plus loin, si je veux comprendre tous les sujets, les enjeux. Attends, il va pas faire sa promo. Il va pas faire sa promo. Donc, il a fait une super BD. Elle est en vente ou pas? Ah oui. Ouais. Comment elle s'appelle? Les abeilles. Sur les abeilles. La transformation des modèles économiques vers des économies de services. C'est une super BD pour les amateurs. C'est génial. Voilà. Il a tourné des films. Notamment un magnifique qui s'appelle Butterfly. Vous pouvez les regarder. Ouais. Butterfly. Oui, ça c'est ton. On n'a même pas eu le temps de passer de parler de masqué. Voilà. Mais en tout cas, il y a, et puis, il y a le compte LinkedIn de Christophe, qui est vraiment une merveille aussi à suivre sans modération. Merci pour cette métaphore de fin de débat.